Salut à tous, vous êtes sur l'Archipel et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de l'exploration, un format analytique dans lequel je vous livrerai mon analyse d'un personnage. Ce premier épisode se concentrera sur Thorfinn, protagoniste du seinen historique Vinland Saga de Makoto Yukimura. Un personnage à l'image de l'œuvre à laquelle il appartient, ambivalent, profond et sujet à une constante évolution, cristallisant l'ensemble des thématiques chères à l'auteur. Évidemment, cette vidéo contiendra de nombreux spoilers concernant l'entièreté du manga et c'est donc à vos risques et périls si vous n'êtes pas à jour. Sur ce, commençons. Thorfinn n'est au départ qu'un enfant islandais comme les autres, idéalisant le modèle du guerrier nordique, malgré l'éducation de son père Thors, ancien guerrier de renom et déserteur des Young Vikings, s'efforçant de lui répéter la même morale. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée, signifiant que la violence n'est qu'un ultime recours et qu'un véritable guerrier ne se bat que pour protéger. Thors, ayant connu les plus grands champs de bataille et s'étant rendu compte de l'absurdité de la guerre, ne veut pas que son fils fasse les mêmes erreurs que lui. Il voit en lui l'espoir d'un monde meilleur, porté par une jeunesse qui se contenterait de vivre paisiblement, à élever des pâturages et à cultiver la terre. Mais ce n'est pas ce que souhaite Thorfinn. Là, c'est d'un quotidien monotone dans cette morne et froide Islande. Lui rêve de découvrir la terre presque utopique du Vinland, de se couvrir de gloire et de jouir d'une liberté totale. Malheureusement, son premier voyage, sonnant comme le début d'une grande épopée pour lui, à la manière des aventures du célèbre explorateur Leif le Chanceux, ne sera qu'un dur retour à la réalité, et surtout, le début d'une longue chute aux enfers. Alors pris en embuscade par la bande d'Ashelad, Thors s'opposera à l'entièreté de ses agresseurs pour protéger ses amis et son fils. À main nue, il éliminera l'ensemble des troupes ennemies, et vaincra même leur chef, Ashelad, lors d'un duel au sommet, avant d'être finalement criblé de flèches en traître. Thorfinn, accablé par les événements, découvre ainsi tragiquement la réalité du monde nordique. Un monde injuste, sale, où la noblesse n'est pas une qualité, mais une faiblesse à exploiter. Ce choc marque une rupture finale entre lui et son paternel. Thorfinn le vengera, qu'importe eût été sa volonté, et décida de suivre Ashelad où qu'il aille, plutôt que de retourner auprès de sa famille. C'est ainsi que, forcé de vivre avec les loups, Thorfinn en deviendra lui-même un, et perpétuera, au grand dam de Thors, un cycle sans fin de violence et de haine, tuant sans remords des innocents et participant à des pillages condamnant des villages entiers. Thorfinn se détache tout de même des autres guerriers. Il ne prend pas de plaisir à tuer, n'est pas intéressé par la richesse ou les femmes. Pour lui, la violence n'est qu'un moyen de parvenir à ses fins. Thorfinn ne sert pas Ashelad par plaisir ou pour quelconque objectif matériel. Il cherche uniquement à obtenir des duels à mort avec celui-ci et à s'améliorer pour un jour le tuer. Cependant, au fil des années, l'écart entre les deux hommes ne faiblira pas. Enchaînant les humiliations, Thorfinn est de nouveau ramené à la réalité après une ultime confrontation. Toutes ces années passées dans la haine ne lui ont rien apporté. Il est resté le même enfant irréfléchi, incapable de vivre à travers autre chose que la haine. L'absurdité de sa quête est flagrante. Il ne pourra jamais se venger. Et pourtant, c'est l'unique chose qui le motive encore à vivre, comme nous le montre son refus catégorique de rentrer chez lui, vivre une vie paisible, malgré les demandes de Leif. Ainsi, c'est logiquement que toute son histoire en tant que viking se soldera par la même chose que ce pourquoi elle a commencé. Un nouveau drame. La mort d'Ashelad, tué par Canute, scellant ses espoirs de vengeance et le laissant ainsi orphelin de tout sens à sa vie. Thorfinn a tout perdu. Son père, son enfance, son humanité, ses espoirs de vengeance et même sa condition d'homme intègre, puisqu'il sera réduit en esclavage après avoir attaqué le nouveau roi dans un excès de rage et de panique. Il est le produit d'une société malade, où le pardon n'est pas acceptable, où la paix, qu'elle soit physique ou spirituelle, ne peut être obtenue que par la violence. Un monde où les guerriers n'en sont pas vraiment, car un véritable guerrier n'a pas besoin d'épée. Vendu à un riche exploitant agricole du nom de Ketil, on retrouve par la suite un Thorfinn changé. D'abord physiquement, le poids des années ayant fait son effet, mais aussi psychologiquement. Thorfinn n'est plus habité par la haine, au contraire même. Acceptant sa soumission face aux gardes de la ferme et sa condition d'esclave, il se concentre uniquement à effectuer le travail qu'on lui a confié. Pourtant, une chose subsiste, il est dans une profonde quête de sens. Hanté par son passé d'assassin, symbolisé par ses cauchemars quotidiens, il ne peut trouver la paix intérieure. Pourtant son corps, lui, refuse de s'en laisser aller à la mort, comme il nous l'est montré lorsqu'il se défend face à Snake, chef des gardes de la ferme. Ce conflit intérieur trouvera sa réponse après sa rencontre avec Einar et le vieux Sverkel, deux personnages caractérisés par leur grande humanité. Le premier faisant office de premier vrai ami pour Thorfinn, tandis que l'autre sera un modèle de générosité, malgré les apparences. En pouvant enfin avoir confiance à quelqu'un, Thorfinn va entamer un long processus de réhumanisation, au rythme de ses avancées agricoles, découvrant tour à tour l'amitié, l'amour, la fierté, l'entraide, et rejetant enfin la violence et la haine qui l'ont consumé. Cependant, un problème lui fait toujours face. Que faire une fois sa liberté retrouvée? Peut-il vivre durablement sans conflit, alors qu'il n'a connu que ça? Problématique qui trouvera sa réponse dans les mots de deux personnes ayant façonné sa vie. D'abord ceux d'Ashelad, lui rappelant qu'être vide lui permet de prendre un nouveau départ pour se repentir de ses crimes passés, puis ceux de Thors, lui rappelant que personne n'a d'ennemi par nature et que l'on doit se battre pour protéger et non détruire. Tout à l'inverse du personnage de Gardar, esclave et mari d'Arneis, rongé par la culpabilité d'avoir abandonné sa famille au profit de la guerre, et qui trouvera une fin tragique, après s'être rebellé pour retrouver la liberté, Thorfinn doit continuer à avancer, et ne pas se laisser entraîner par les regrets. C'est ainsi qu'après la mort d'Arneis, battu à mort par son maître, Thorfinn ne choisira pas la voie de la haine. Embrassant enfin les valeurs de son paternel, il se donnera pour nouvel objectif de construire un monde idéal au Vinland.
par les moyens les plus nobles possibles. Cependant, il sait que cette tâche ne sera pas simple, et la solution pacifique ne pourra pas toujours être appliquée. L'homme est souvent mauvais, et on remarque qu'il est lui-même conscient qu'en son fort intérieur, il nourrit encore une haine contre les assassins de son père. Ces tourments font partie intégrante du personnage de Thorfinn, et font toute sa complexité. Chaque chapitre confronte la réalité du monde à ses idéaux presque candides, et le pousse régulièrement dans ses derniers retranchements, pour qu'il n'ait jamais recours à la deuxième solution, celle de la violence. Ces confrontations entre la réalité et les idéaux de Thorfinn s'opèrent de plusieurs manières. On peut par exemple citer les constantes apparitions de Garm, souhaitant obtenir un combat à mort face à lui durant tout l'arc de la guerre en mer Baltique, ou bien le face-à-face entre lui et Floki, après que celui-ci ait appris qu'il est le commanditaire de l'assassinat de son père. Mais elles sont des plus intéressantes lorsqu'elles impliquent directement Thorfinn aux conséquences de ses actes passés. Le cas d'Hild est un excellent exemple, représentation féminine de ce qu'il était par le passé, jeune femme à qui la bande d'Ashélad a tué le père, nourrissant par la suite un devoir de vengeance, et perdant celui qui lui aura tout appris au combat de manière tragique, elle met Thorfinn face à la responsabilité de ses agissements, et rend compte de la difficulté de sa rédemption. Aussi bon qu'il ait pu devenir, cela n'effacera jamais ses crimes. La culpabilité de notre protagoniste est évidemment énorme. Nul ne peut demander à autrui de pardonner un meurtre, et il en est bien conscient. Thorfinn regrette, doute de ses capacités à devenir une meilleure personne, et finit même par abandonner. Mais la sincérité de sa volonté de se faire pardonner lui laissera la vie sauve. Après cette rencontre, il comprend qu'il devra atteindre son objectif pour obtenir la rédemption qu'il chasse tant. Si son combat contre Hild symbolise un combat contre son passé, alors la décision finale de celle-ci de suivre Thorfinn dans ses aventures représente le poids qu'il devra nécessairement supporter durant son périple. Autre cas intéressant, celui de ses retrouvailles avec les Jomvikings, avec d'un côté Thorkel, essayant d'en faire leur nouveau chef, et de l'autre Vagn, essayant d'instrumentaliser la mort de son père afin d'appuyer sa prise de pouvoir par la force. Thorfinn est ainsi sans cesse ramené à son passé, que ce soit son passé de guerrier et même ses liens de sang. C'est comme si le monde entier l'empêchait de se construire une nouvelle identité, et l'invitait constamment à trahir ses principes. Pourtant, malgré cet acharnement du sort, Thorfinn ne flanche jamais. En effet, suite au prologue, Thorfinn devient un personnage marqué par la réussite. Les exemples sont nombreux. Il réussit tout d'abord à devenir une meilleure personne, abandonnant la voie de la violence et perpétuant la volonté de son père. Il réussit à faire entendre raison à Canute lors de son attaque sur la ferme de Ketil, sauvant ainsi la vie de centaines d'innocents. Il réussit à convaincre Hild de le laisser en vie, malgré ses envies de vengeance. Il réussit à résoudre le conflit des Jomvikings, pourtant connus pour être les guerriers les plus sanguinaires de la mer Baltique. Et ce, sans tuer qui que ce soit. Et surtout, il réussit à épargner la vie de Floki, instigateur de l'assassinat de son père. Thorfinn, c'est la représentation d'un espoir, d'une lumière rappelant que pour chacun d'entre nous, la rédemption est possible. En opposant ainsi la partie violente de la vie de Thorfinn, marquée par les échecs, à ses réussites une fois devenues pacifiques, Makoto Yukimura adresse aussi une critique de la culture du virilisme. Exacerbée lors de la période viking, oui, mais toujours d'actualité aujourd'hui. Pour lui, la grandeur d'un homme ne se définit pas par sa force, la crainte qu'il inspire, et plus généralement la domination qu'il soumet à ses pairs, mais plutôt à sa vertu, caractérisée par sa capacité à se remettre en question, à pardonner et à comprendre. De cette manière, Thorfinn connaît un développement symétrique à celui de l'autre personnage principal du récit, Canute. Là où Canute est un personnage à l'origine pacifique, qui, suite à la perte de sa figure paternelle et de son couronnement, consent à transgresser les dogmes divins et à utiliser la violence pour arriver à ses fins, Thorfinn, lui, est à l'origine un personnage violent qui, au terme de ses péripéties, arrive à la conclusion que c'est seulement en pardonnant et en étant pacifique qu'il pourra atteindre son objectif. Le débat entre les deux personnages sur la rive des terres de Ketil est passionnant. Tous les opposent. Leur statut social, l'un étant un esclave tandis que l'autre est un roi. Leur éducation, l'un ayant été surprotégé, tandis que l'autre a dû survivre par ses propres moyens dans un monde hostile. Et surtout, leur conception idéologique du monde. Canute considérant que l'homme est incapable de réellement aimer et adoptant une philosophie machiavélienne, courant de pensée de Nicolas Machiavel, réprouvant une part de la morale pour arriver à ses fins, considéré par beaucoup comme le père du cynisme et du pragmatisme politique, là où Thorfinn adopte une morale qu'on pourrait considérer comme chrétienne, et place tous ses espoirs dans la part de bonté qui peut rester à l'homme. Pourtant, les deux hommes souhaitent fondamentalement la même chose, construire un monde de paix, où le bonheur de chacun serait garanti. Les manières diffèrent certes, mais il serait difficile de dire quelle est la meilleure. Celle de Canute lésant inévitablement certaines personnes, et celle de Thorfinn ne pouvant fonctionner face aux plus extrêmes. Leurs deux visions se complètent dans cet objectif commun, idée parfaitement représentée par l'accord de paix auquel les deux hommes consentent suite à leur discussion. Cette même notion de complétion était déjà présente au début de l'œuvre, car sans Thorfinn, jamais Canute n'aurait pu accéder au trône, puisqu'il a été escorté jusqu'à la capitale par la bande d'Ashélad. Les deux personnages forment les deux faces d'une même pièce, le yin et le yang, deux entités inséparables et en parfaite harmonie, du début jusqu'à la fin du récit, dans un environnement pourtant si instable. Pour conclure tout ça, je dirais que Thorfinn est un personnage profondément humain. Comme nous tous, il doute, commet des erreurs, regrette, et cela permet au lecteur de grandement s'y identifier. Au contraire de beaucoup d'autres protagonistes, il ne représente aucun extrême. Il n'est ni le héros irréprochable, ni un anti-héros pour qui la fin justifie les moyens. C'est cette nuance que j'apprécie, faisant de lui un personnage beaucoup plus terre à terre qu'une grande partie des protagonistes que l'on rencontre souvent, ce qui m'attire personnellement une grande sympathie pour lui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Thorfinn dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non avec mon analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un pouce bleu, et sur ce, je vous dis à la prochaine.